Enfin, c'est pas toujours facile de trouver des gens qui sont dans l'action, dans l'exécution, en train de faire quelque chose. Et on va avoir l'occasion de faire monter sur scène 4 personnes tout aussi inspirantes les unes que les autres par ce qu'elles ont fait et l'exécution qu'il y a derrière. À commencer non pas par Edwige, mais Geoffrey. C'est juste? Geoffrey? Ah, il est peut-être en haut, il va arriver. Geoffrey qui est cofondateur de Baroudeur. Baroudeur est une plateforme de seconde main pour les sports extérieurs. On aura également Cédric Meston, cofondateur Happyvore. Vous avez peut-être vu un camion, un food truck parqué à l'extérieur. C'est Cédric qui s'est juste parqué là devant avec son food truck. J'espère que vous avez pu goûter. C'est des alternatives de viande animale en mode végétal. Lucie Bache, une star de l'écosystème qui a cofondé Too Good To Go, qui est une plateforme que vous connaissez probablement, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis Mike Horn, qui est un explorateur, mais c'est aussi un entrepreneur parce qu'il a fondé Innocell, PangaX et tous les autres projets que je ne pourrais même pas citer entre les livres, les conférences, les masterclass, c'est son contenu que je vais appeler sur scène maintenant. Où tu veux. Ah, Mike s'est déjà mis là. Voilà. On a Cédric. Génial. Ben, merci à tous d'être ici avec nous ce soir. Je pense que Mike, il l'a expliqué plusieurs fois quand il est revenu, il nous a dit, il a dit à Laura, Laura, il faut qu'on fasse quelque chose parce que mon terrain de jeu, l'épaisseur de la glace, je l'ai vu diminuer. Donc on n'est pas là pour débattre si oui ou non on doit agir, mais je crois que la question c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait, comment on va de l'avant. Et donc je pense que notre discussion elle va être un peu autour de comment changer les mindsets, comment être dans l'exécution. Et peut-être Cédric et Geoffrey, peut-être une question autour de comment on vient éduquer le consommateur, comment on vient partager une nouvelle façon de faire les choses. Parce que tu as des alternatives animales, j'adore la viande, mais j'ai trop envie de goûter à Happyvore, donc il faudra que tu me fasses goûter. Mais comment tu fais avec ces gens qui sont comme moi, qui aiment la viande? Et toi, Geoffrey, avec Baroudeur, comment vous gérez quand vous avez des gens qui vous disent « Non, non, mais moi j'ai envie de m'acheter des chaussures de trail toutes neuves, comme ça je suis sûr de mon coup ». Alors je ne sais pas qui veut commencer, Cédric? Bonjour à tous. Déjà, merci Maxime et Mike pour l'invitation. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Happyvore, on fait de la viande végétale. Donc, c'est des produits qui ont le goût, l'odeur, la texture de la viande, uniquement à partir de végétaux. On existe depuis 3 ans, on est une petite centaine de personnes. On a la plus grosse usine de France dédiée aux simili-carnés et on est référencé en grande distribution et en restaurant. Il y a 3 ans, effectivement, quand on s'est lancé, on a été face à un paradoxe. C'est que d'un côté, quand on faisait tester notre produit dans la rue, les gens adoraient, ils étaient bluffés, ils ne croyaient pas que c'était pas de la viande. Ils disaient non mais je ne veux pas croire que c'est végétal, vous m'arnaquez, c'est du poulet, c'est du. Ah, ils croyaient que c'était de la vraie viande. Ils pensaient que c'était de la vraie viande alors que ce n'était pas le cas. Et pareil sur des plateaux de télé. Il y a un plateau de télé où un journaliste s'est trompé. Et il y avait notre nuggets, un nuggets de poulet, et elle a goûté notre nuggets et a dit ah bah celui-là c'est celui de poulet. Et après je teste l'autre et en fait le premier c'était bien le végétal. Donc on avait ça qui était très fort. Et à côté de ça, par contre, quand on parlait aux consommateurs de manière plus globale, en fait, ce qu'on voyait, c'est que les gens, ils avaient un a priori très négatif sur la catégorie. L'impression, c'est que, en fait, les gens qui mangent de la viande, la plupart avaient testé une galette végétale dans les 10-15 dernières années, et tous avaient eu une mauvaise expérience, avaient un mauvais a priori sur la catégorie, et donc ne voulaient pas racheter, ne voulaient pas retester. Et à côté de ça, on avait un troisième problème, c'était qu'en rayon en magasin, quand on arrivait, les chefs de rayon, donc les gens qui sont dans les magasins, qui prennent les produits dans la boutique et vont les placer dans le rayon, eux, pareil, ne savaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas s'il fallait mettre au rayon boucherie, s'il fallait mettre au rayon végétal, et donc en fait, ça restait dans les boutiques et c'était pas vendu, ça faisait de la casse. Et face à ça, on ne savait pas quoi faire, et en fait, on s'est aperçu que le gros enjeu, c'était au-delà d'en parler, parce que quand on en parle, les gens écoutent, mais derrière, ils ne vont pas acheter, ils ne vont pas changer. Le grand enjeu, c'est vraiment de faire tester.
Et c'est pour ça, typiquement, vous avez peut-être vu le food truck dehors, mais on s'est mis à livrer énormément de produits sur la première année. C'est vraiment des centaines de milliers de boîtes qu'on a fait livrer à des influenceurs, aux consommateurs qui nous contactaient sur les réseaux en demandant est-ce que c'est bon. On leur livrait des produits, on leur disait vous allez voir, ça va vous plaire. On faisait plein de tests dans la rue. Chaque point de vente qu'on ouvrait, on organisait des dégustations pour montrer aux gens qu'en fait on se faisait plaisir avec les produits. À côté de ça, on a convaincu un chef qui était Eric Bouchenoir, c'est le chef exécutif des restaurants Robuchon, où lui, pareil, alors, un de nos investisseurs le connaissait, et quand on voulait lui parler, à chaque fois, il ne voulait pas. Il disait j'ai goûté vos produits, ou votre catégorie de produits il y a 3 ans aux États-Unis, c'était pas bon, je ne regoute plus jamais. Et un jour, il accepte de nous recevoir dans un de ses restaurants, et là, il nous dit il y avait un sac sur le comptoir où on faisait cuire, avec marqué fan de viande. Et il teste, et pareil, finalement, il dit c'est trop bon, et puis progressivement, il les a retestés, puis il les a mis à la carte de ses restaurants. Et il y a un vrai enjeu en fait de faire goûter, et c'est beaucoup de résilience. C'est vraiment, faut pas s'arrêter, faut faire tester, et progressivement ça rentre dans l'inconscient des gens, et progressivement d'autres personnes aussi se mettent à faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on petit à petit on fait changer les habitudes des gens, et progressivement on voit, et quand on regarde les chiffres en France du végétal, on voit que ça augmente de 2-3% par an par rapport à la viande. Et en fait c'est des petites modifications, mais petit à petit c'est ça qui fait bouger les mentalités. Ok. Merci beaucoup. Geoffrey? Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Geoffroy. Je remplace Edwige aujourd'hui. Donc, en tout cas, merci Mike de nous accueillir. Donc, moi, j'ai créé Barouders avec Edwige, ma femme, il y a 1 an et demi. Notre plateforme existe depuis 1 an. Donc, on est une plateforme de seconde main pour les vêtements et les équipements de sport. On veut vraiment offrir une alternative aux consommateurs pour ne pas acheter du neuf, mais se tourner vers des produits de seconde main. Pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Parce qu'on cherchait à s'équiper il y a 1 an pour partir en montagne. Et on cherchait du matériel moins cher, et on était sur Le Bon Coin, sur Vinted, à défiler entre les annonces où enfin, voilà, on passe entre des arnaques et des produits de mauvaise qualité. Et on s'est vraiment dit qu'il y avait un enjeu de qualité dans la seconde main et dans les nouvelles manières de consommer qui était super important. Et je pense que c'est vraiment comme ça, nous, qu'on donne envie aux consommateurs de se tourner vers des modes de consommation alternatives. Aujourd'hui, sur Barouders, vous avez des dizaines de milliers d'équipements qui sont en vente, qui sont tous à moins 30 ou moins 80% par rapport au prix neuf. Et nous, on veut vraiment recréer l'expérience du neuf en seconde main. On a développé un entrepôt qui fait de l'inspection, de la certification de produits de sport de seconde main. Donc on prend en photo, on vérifie les vêtements, les paires de chaussures, on vérifie qu'il n'y a pas de problème de qualité. Et c'est ce qui nous permet de vraiment apporter une garantie de qualité aux consommateurs et de sécurité. Ok, merci. Mike, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais tout va bien. Écoute, ils sont pros de leur commerce. Hein, mais c'est super de voir qu'il y a tellement d'idées où aujourd'hui on n'a pas besoin de manger la viande, et puis il y a une alternative qui existe. Moi, quand j'ai arrivé en Suisse, j'ai eu 40 balles de ma poche, et puis j'étais voleur d'abord. Avant, étant un aventurière, c'était justement là où je voyais que, en fait, un veste qui coûtait 600 balles, je pouvais pas l'acheter. Mais j'étais dans les collectes d'habits où il y avait encore des habits, mais super bien. Et j'ai pris des vestes à l'armée du salut en Suisse. Et ça m'a coûté 10 balles, mais le truc, il était nickel. Et puis c'est justement là où on voit qu'il y a une valeur dans la deuxième vie des choses. Et pas seulement dans la nourriture, une alternative pour la nourriture et dans les vêtements, mais toute la bouffe qu'on perd, c'est énorme. Et puis il faut mettre en valeur à tout aujourd'hui si on veut sauvegarder notre planète. Et c'est sûr qu'à travers d'initiatives comme ça, c'est là où, en fait, je deviens un peu excité parce qu'il y a un futur. Je dis, il ne faut pas être pessimiste, il faut plutôt être optimiste, mais après ils disent que, en fait, les pessimistes, c'était des optimistes avec beaucoup d'expérience. Et puis là, on a devenu pessimiste. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est sûr que, en fait, on peut devenir un peu optimiste de nouveau si on écoute un peu ce qui se passe, les 5 projets, les 3 startups aujourd'hui qui ont un business et qui fonctionnent et qui marchent et changent les habitudes des gens. Maintenant, il faut qu'on décarbonise la France plus vite que tous les autres pays, qu'on peut devenir un exemple pour les autres. Mike, on attend ton matériel de sport en vente sur notre plateforme. Hein. Ouais, j'ai beaucoup de matos qui traînent, un peu du... Ouais, quoi, il faut d'abord, je le lave, je ne sais pas si ça va passer la test qualité. On va venir t'aider à vider tes placards. Tu avais d'ailleurs fait une vente à Châteaudet, donc principalement tous tes habits, ils sont en train d'avoir une deuxième vie actuellement. Oui, écoute, j'ai eu beaucoup de chance d'être un athlète professionnel qui est sponsorisé. Ça veut dire que pour mes sous-vêtements, j'ai Icebreaker qui me donne du sous-vêtements, mais c'est pas parce qu'il me donne du sous-vêtements que j'abuse ce qu'il me donne. Columbia qui me donne les chaussures, les vestes, les pantalons pour résister au froid, les doudounes et tout ça. C'est sûr qu'on essaie de travailler sur la deuxième vie du matériel qu'on peut redonner aux autres. En même temps, quand on commence à fabriquer des vestes et des sous-vêtements et tout ça, qu'on le fabrique d'une manière qui est beaucoup plus durable. Et puis c'est sûr que quand on parle de la pollution, on ne parle pas seulement de la pollution visuelle, mais on parle de la pollution qu'on voit dans l'industrie où il y a beaucoup de déchets. Et c'est justement là où on peut optimiser, c'est là où on peut économiser, c'est là où on peut baisser notre empreinte carbone énormément. Et en même temps, c'est pour ça que je voulais commencer de faire, pas seulement Pangaea X, mais je me lançais aussi dans ce qui est technologie hydrogène. Moi, je veux changer la mobilité. Je veux avoir des trains, des avions, des camions, des bus, des bateaux où il n'y a que des vapeurs d'eau qui sortent leur échappement. Et c'est pour ça, je pense qu'ensemble, avec la technologie, et puis moi je crois plus dans la génération jeune, un peu un contraire de... Oui, on vit ensemble sur la planète, mais il y a une génération jeune qui n'a pas encore fait les mêmes erreurs que nous, la génération plus vieille, a fait. Et puis c'est justement là où, en fait, indirectement, on doit apprendre. Et c'est ça qu'on voit ici. Ils sont appris et ils sont en train de mettre en place des systèmes qui marchent. Lucie, bonjour. Bonjour. On l'a vu hier avec le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, qui a fait don de son entreprise pour la planète. Et je cite, il a dit « La Terre est désormais notre seul actionnaire ». Il a même dit qu'une entrée en bourse serait une catastrophe. Alors, comment on marie la dimension impact environnemental, social avec ce business model économique pour être pérenne et avoir des échelles comme Too Good To Go? Ouais, bonjour à tous. Déjà, ravi d'être là. C'est marrant parce que j'ai presque l'impression d'être la vieille start-up ici, puisque Too Good To Go, maintenant, ça a un peu plus de 6 ans. Et c'est vrai que Mike le disait, on jette énormément sur la planète aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous savez un peu la part de la nourriture qui est gaspillée sur la planète chaque année. 30, 40 ? Ouais. Qui dit mieux ? D'autres idées ? Bon. 60. Bon, aujourd'hui, on jette 40% de ce qu'on produit sur la planète en termes de nourriture. Ça n'a juste aucun sens. Ça, c'est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, il y a un espèce de manque de sens dans tout ce qu'on fait aujourd'hui qui provoque ce genre d'absurdité. Et avec Too Good To Go, c'est ce qu'on essaie de faire. On dit comment est-ce qu'on permet à chacun de redonner un peu de sens à son quotidien en récupérant des produits qui vont être jetés 15 minutes plus tard et passer au bon moment, au bon endroit pour récupérer un panier surprise de produits invendus chez le boulanger, le marchand de sushis, le supermarché, et éviter qu'ils finissent à la poubelle. C'est ce qu'on a lancé du coup il y a un peu plus de 6 ans maintenant, et aujourd'hui on est à près de 300 000 repas par jour
qui sont sauvés de la poubelle. C'est presque 3 repas par seconde qui sont sauvés sur l'application Too Good To Go. Et ça, on l'a développé dans 17 pays dans le monde. Et aujourd'hui, grâce à ça, on a effectivement créé un peu plus de 1200 emplois. Donc on a 1200 collaborateurs qu'on appelle les Waste Warriors qui se lèvent tous les matins en se disant moi, mon boulot, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. Donc l'idée, c'est avant tout qu'aujourd'hui, quand on crée une entreprise, ça doit être de rétablir du sens dans notre société qui a perdu beaucoup de sens. Et le système alimentaire aujourd'hui, il manque de sens complètement, mais on le sait, on doit changer nos habitudes. Et on parlait de sensibilisation tout à l'heure. C'est comment est-ce que on se réconcilie un peu avec nous, en tant qu'humains, en tant que créatures de la nature, et qu'on se pose vraiment la question de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a encore besoin de toutes ces choses luxueuses, de toutes ces choses qui sont un peu finalement futiles? Et je pense que c'est marrant parce que quand on lit toutes tes aventures, Mike, on se rend bien compte que quand on est au contact de la nature, en fait, on a besoin de pas grand-chose. On a juste besoin de choses assez simples. Et nous, dans cette idée de trouver des solutions toutes simples pour réduire une absurdité énorme qui est celle du gaspillage alimentaire, c'est là que Too Good To Go, je pense, s'est développé hyper vite. Et je suis contente que tu parles de ce qu'a fait Yvan Chouinard hier, parce que je pense qu'effectivement, il y a énormément de gens qui en ont entendu parler. Et c'est hyper inspirant, en fait, parce que c'est tout simple. Finalement, il donne son espèce d'énorme aventure entrepreneuriale qui lui a pris toute sa vie. Il la redonne à la nature. Et finalement, ça paraît assez évident. Est-ce qu'on a besoin d'accumuler des milliards et des milliards de dollars? Surtout en plus, je crois qu'il a 86 ans aujourd'hui. Finalement, dans une époque qui est la nôtre, où on sait qu'on est tous en anxiété de folie pour la nature, finalement, son action, elle est toute simple. Et je pense qu'elle est en train d'inspirer énormément d'entrepreneurs qui vont demain créer leur entreprise, non pas pour devenir riches, mais pour résoudre des problèmes de société. Et je pense que c'est ça l'entrepreneuriat à impact, et que la croissance a la vocation à perdurer si elle va accroître des bonnes économies, des économies de la vie qui font du bien à tous et qui font du bien à la société. Donc c'est un peu l'idée de l'entrepreneuriat à impact aujourd'hui, je pense. Et aujourd'hui, Too Good To Go, comment ils gèrent cette croissance? Parce que tu parlais de 1700 collaborateurs. 1200 collaborateurs. Ouais, c'est allé hyper vite. Parfois, on est presque nostalgique des débuts où on était juste autour d'une table de ping-pong à connaître tous les prénoms. Ça, on a dû en faire notre deuil. Et en même temps, c'est un peu... c'est top parce qu'effectivement, on a eu une aventure... on a toujours une aventure complètement incroyable. Mais c'est hyper difficile à gérer, en fait. Les problèmes de culture dans l'hypercroissance, de comment est-ce que... moi, une de mes premières salariées, elle est devenue manager, elle avait 22 ans. Elle s'est retrouvée à la tête d'une équipe de 2 personnes, puis 5 personnes, puis 6 mois plus tard, 20 personnes. Aujourd'hui, elle a 70 personnes qui sont toutes plus âgées qu'elle. Et c'est comment est-ce que tu grandis dans ce rôle de manager. Et donc, il y a un peu une réflexion de toujours se réinventer, de toujours rester très flexible, rester humble, savoir où sont tes forces, mais aussi où sont tes faiblesses, savoir recruter des gens meilleurs que toi qui vont prendre la suite. Et je pense que c'est un peu tout ce parcours entrepreneurial, c'est systématiquement se montrer vulnérable et être très honnête avec tout ce que tu sais pas faire. Parce que clairement, moi quand j'ai démarré, j'avais 24 ans. Aujourd'hui j'en ai 30. Je sais toujours pas gérer une boîte de 1200 personnes. Je sais pas si on sait à 40 ou à 50. Mais en tout cas, c'est vraiment constituer une équipe qui va nous permettre de continuer à se développer, d'aller plus loin et toujours de se ramener à ses valeurs. Nous, c'est la première chose qu'on a fait avec Too Good To Go. On a posé notre vision. C'est tout simplement une planète sans gaspillage, une planète où toute nourriture produite est consommée. On a posé notre mission, qui est d'inspirer et d'engager tout le monde dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et peut-être encore plus important, on a posé nos valeurs, qui sont comment est-ce qu'on fait les choses tous les jours, comment est-ce qu'on agit avec nos commerçants, avec nos consommateurs, comment est-ce qu'on agit avec nos salariés, comment est-ce qu'on agit les uns entre les autres. Et aujourd'hui, tous, dans Too Good To Go, on est responsables de préserver cette culture. Et du coup, ça, c'est un peu nos garde-fous de quelle que soit la croissance, quel que soit ce qui se passe, quels que soient les enjeux, les erreurs, etc. On sait tous qui on est et pourquoi est-ce qu'on se lève le matin et pourquoi est-ce qu'on continue à développer Too Good To Go. Mike, bravo. Je ne voulais pas faire de monologue avec des applaudissements après, mais vas-y. Mike, on parlait il y a 8-9 mois où tu me disais, Maxime, maintenant, avec Laura, il faut arrêter de brainstormer, maintenant on commence à faire. Et toi qui as tellement de choses et tu fais tellement
d'exploration. Maintenant, tu as ta startup Innocell, tu es sur des masterclass, tu as encore d'autres projets en lice. Comment, et là, c'est aussi pour inspirer tous les jeunes qui sont ici dans la salle, comment on fait? Comment on commence à vraiment se bouger et puis à faire? Moi, je pense que d'abord, la grande différence entre les gamins et les adultes, c'est les gamins rêvent et les adultes perdent leurs rêves. D'abord, ça c'est une bonne différence entre les gens. Et puis, moi, malheureusement, j'ai jamais vraiment grandi. Et puis, je continue de rêver. Et puis, ça, rêver, c'est bien. Mais si tu rêves pas grande, ça vaut pas la peine de rêver. Et puis, en plus aussi que, comme mon papa qui était joueur de rugby pour l'Afrique du Sud, il m'inspirait énormément. Parce que il était respecté. C'était quelqu'un qui jouait bien et j'étais fier d'être à côté de lui. Ça veut dire que c'était un exemple et une inspiration. Et quand il a joué son dernier match de rugby, j'étais avec lui dans la salle, dans la vestiaire. Et puis, tous les jeunes joueurs sont venus vers lui. Et puis, lui, il a fini sa carrière comme joueur. Et puis, les jeunes joueurs étaient là. Et puis, les jeunes joueurs ont dit à mon papa, écoute, bravo pour tout ce que tu as apporté à l'équipe. Parce que tu étais toujours première à l'entraînement. Tu étais toujours les dernières de partir. Tu étais toujours là pour nous donner des conseils. Tu étais toujours là pour nous soutenir quand on était faible. Et puis, quand j'écoutais ce que les autres joueurs plus jeunes ont dit à mon papa, dans ma tête, je disais, mais waouh, je vais être comme lui. Et puis, quand les jeunes joueurs sont partis, et j'ai regardé mon papa, j'ai dit, mais je vais être comme toi. Et là, mon papa, il me regarde, il dit, mais Mike, tu ne peux jamais être moi. Tu es qui tu es. Et la personne la plus facile d'être, c'est toi-même. Et puis, je vois déjà que ta vie peut devenir, ou il est déjà beaucoup plus grande que la mienne. Et c'est justement ça qu'on voit aujourd'hui. C'est que des adultes, aujourd'hui, on pense qu'on est au bout de notre vie et puis on ne peut plus rien faire. Et on demande aux jeunes de faire des projets. Mais c'est justement des jeunes qui deviennent l'inspiration des adultes. Parce que c'est là où des choses se passent. Et tous les matins, quand mon père il se réveillait pour aller courir, à 6 heures le matin, depuis 8 ans, j'étais derrière lui. Je courais avec lui. Et quand je ne pouvais pas rester avec lui, je tirais une ligne sur le trottoir et je disais, mais aujourd'hui, je cours jusqu'à là. Et demain, je veux passer cette ligne. Et si je peux vous inspirer d'une manière ou d'une autre, tire cette ligne dans votre vie, tous les jours, comme les jeunes qui sont là. Et tous les jours, quand on se réveille, on dépasse la ligne qu'on a tirée sur ce trottoir. Comme les jeunes qui ont fait leur projet, comme les exemples qui sont devant nous, comme Xavier Niel l'a fait avec Station F, comme les sponsors font dans leur manière de faire du business. Il faut que chacun de nous ait un destin, un objectif dans la vie. La vie, ce n'est pas juste un moment comme ça. Ça veut dire que quand mon papa il me demandait « Pourquoi tu penses que je me réveille pour aller courir tous les matins ?» Je dis « Mais tu te réveilles parce que tu veux ajouter une valeur à ton équipe. Tu veux mériter ta place. Tu peux être celui-là qui fait la différence. » Il a dit « Oui, c'est vrai que je me réveille pour faire une différence, pour mériter ma place. Mais il y a quelque chose qui est plus grande que mériter sa place et vouloir faire une différence. » C'est quoi? Et en fait, là, je réfléchis un peu. Ils disent, tu sais, Mike, les matins, quand je me réveille et je cours, et toi, avec tes petits pas derrière moi,
Je sais que tu veux battre cette ligne. C'est ça qui m'inspire. C'est toi. Tu as 8 ans, mais tu inspires un homme qui joue pour l'équipe nationale de l'Afrique du Sud de rugby. L'inspiration, il est ici, autour de nous. Continue d'inspirer des gens. Prends l'inspiration partout. Regarde autour de nous qui peut nous apporter quelque chose. Les valeurs qui est réelle. Arrête de râler, arrête d'écraser. Commence de changer notre vie en apportant les valeurs au projet. Et c'est comme ça qu'on va grandir tout le monde ensemble. Et c'est juste pour répondre à ta question. Quand on a une inspiration, quand on peut inspirer des autres, c'est derrière ça, il y a une action. Et c'est là où ça se passe. Tout dans l'action, ce qu'on fait. Cédric, j'ai entendu un podcast où tu racontais une histoire avec Burger King. C'est possible ça ou pas? C'est possible, oui. C'était quoi l'histoire? Tu peux nous la faire en un petit coup là, parce qu'on t'a vu placer le food truck dehors. Donc raconte-nous un peu ce qui s'est passé et comment tu t'y es pris et puis quel était l'enjeu derrière. En fait, nous, le vrai enjeu qu'on a, c'est de faire tester les produits, c'est vraiment de faire convaincre, de convaincre les gens de goûter pour se dire en fait c'est bon et après les mettre dans leur recette. Si c'est un restaurateur, du coup se dire je peux le mettre à ma carte, je peux mettre un burger végétal à ma carte, quelque chose qui est complètement nouveau. Ça fait 2-3 ans que ça existe, ça en France. Et nous, et pareil pour la grande distribution, nous on s'est aperçu que ce qui marchait bien en fait, c'était de les forcer à goûter. Parce que si juste on leur envoie des produits, il y en a beaucoup, ils vont recevoir les produits, ils vont pas forcément les tester. Peut-être que ça va rester 2 semaines au frigo et puis ça va s'arrêter là. Et c'est pour ça qu'en fait on a eu cette idée de créer un food truck. C'était d'abord pour les clients B2B. Et typiquement, pour les grandes chaînes de restaurants ou même pour la grande distribution qui organise des salons, ça nous arrivait régulièrement de dire, on les appelait, on leur disait, en fait, on est en bas de vos bureaux, et là, il y a notre food truck, et descendez, on a de quoi nourrir tout votre bureau. Donc pour le déjeuner, si vous voulez, là, on a des hot dogs, on a des burgers, des nuggets, et venez, faites-vous plaisir. Et on a fait ça chez Intermarché, on a fait ça chez Monoprix, on a fait ça pour KFC, BK, ça s'est passé, enfin ça s'est fait produit aussi. Et c'est vraiment en fait en forçant, c'est vraiment en fait on essaie de forcer le destin, on leur laisse pas le choix en fait. C'est pas juste on leur envoie des produits, ils goûtent. On est en bas, il y a 3 cuisiniers dans le food truck, il y a 5 personnes en bas, on met de la musique et maintenant c'est vous descendez, vous testez, tout est là pour vous. Et nous c'est quelque chose qu'on a, enfin en tout cas qu'on a vu qui était super important pour si on veut avancer. Si on veut convaincre les gens, faire évoluer les mentalités, en fait, il ne faut pas laisser le choix aux gens. C'est pas juste on se lance et puis on laisse l'entreprise avancer, il faut forcer l'entreprise à avancer, il faut pousser les gens à avancer, il faut pousser les gens à tester. Et c'est ça qui fait que l'entreprise se développe et que progressivement, l'impact, il est au départ très faible et progressivement il grossit. Et puis un jour, on commence à faire quelque chose qui commence à être un peu petit et puis plus tard, ce sera j'espère, très gros. On sent que tu es tout le temps en train d'avancer. Tu m'as appelé hier direct. Ouais, Max, est-ce que tu penses qu'on peut mettre un food truck? Ouais, ça avance, ça avance, ça avance. Tu la trouves où, cette énergie? Moi, je pense de nature, je suis très entrepreneurial. Parce que, je suis vraiment. Moi, le matin, je me réveille pour avoir un impact un impact dans ma vie. C'est ça qui me pousse à me lever, qui me pousse à faire des choses. C'est pour ça qu'avec mon associé, on a lancé Happivore. On voulait créer un projet qui a un impact positif sur le monde de demain. Et là-dessus, la viande, c'est 15% d'émissions de carbone en France, en Europe. Et à titre individuel, réduire son empreinte carbone, réduire sa consommation de viande, c'est le meilleur moyen de réduire son empreinte carbone. Et pour ça, on a voulu faire des produits végétaux qui permettent aux gens qui mangent de la viande d'avoir des produits de transition avant un régime végétarien, avec des produits où on peut recréer les recettes de l'enfance, les recettes de la famille, mais 100% végétales. Et au passage, on a essayé d'être meilleur pour la santé. Et moi, ce qui me pousse, en fait, c'est réussir à... On s'est dit, on veut convaincre les Français à réduire leur consommation de viande. Et du coup, nous, un peu le KPI qu'on a, c'est quoi le nombre de kilotonnes de viande qui sont vendues chaque année en France. Et ce qu'on voit, c'est depuis 3 ans, et on n'est pas les seuls responsables, mais on est un des moteurs en France du changement. On voit que progressivement, la consommation de viande, elle diminue. Et nous, on est convaincus que ça va faire comme le lait, où il y a 10 ans, le lait végétal, c'était 0,1% du marché du lait en France. Aujourd'hui, c'est 10 à 12%.
Et en fait, c'est parce que les gens, ils ont évolué dans leur mentalité. Ils se sont aperçus que le lait végétal, les laits d'avoine, etc., en fait, il y avait de vraies applications. Et nous, on est convaincus que toute la partie viande végétale, simili-carnée, il peut se passer la même chose, mais pour ça, il faut forcer les gens à tester, quoi. Faut y aller, il faut leur faire goûter, il faut progressivement les éduquer. Et après, c'est ça. Après, on n'est plus les seuls acteurs. On a plein d'autres acteurs maintenant qui sont comme nous et qui se lancent. Et c'est comme ça, en étant plusieurs, à pousser les gens à goûter, à tester, que progressivement, les mentalités, elles évoluent. Mais tu ne l'attaches pas, hein. Tu ne l'attaches pas et tu ouvres pas sa gueule et tu forces la c'est aussi une méthode. Puis là, mais c'est justement super parce qu'on a une opinion sur les choses. Et moi qui est un mangeur de viande et tout ça, juste en écoutant, c'est sûr que j'ai envie d'essayer parce qu'on a envie d'évoluer. Et puis, pour ce qui est la manière qu'on peut apporter aussi un peu la valeur pour décarboniser notre planète, pourquoi pas essayer de faire ça si on fait rien d'autre? Pourquoi pas aller acheter un veste qui a une deuxième vie? Et puis la nourriture qui est presque perdue, mais qui est encore bon, pourquoi pas la consommer? Et Cédric, si je peux poser une question, du coup, vos concurrents, donc ceux qui font la même chose que vous, est-ce que tu considères que c'est une bonne chose parce que finalement ça convainc encore plus de monde, ou est-ce que c'est plutôt la concurrence classique de c'est vous qui devez gagner et pas les autres? Alors, pour le coup, dans notre marché, enfin, ce qu'on voit, c'est que nous, l'enjeu, c'est de faire grossir le marché. Enfin, c'est de créer le marché déjà, et ensuite, c'est le faire grossir. Et créer un marché, ça ne se fait pas tout seul. Enfin, je ne connais pas d'industrie où tout seul, un seul acteur a créé un marché, et particulièrement dans l'alimentaire. En fait, on ne peut pas se nourrir avec un seul produit. Et même si moi, je vais vous dire que le steak qu'on fait, les nuggets, c'est les meilleurs du monde, je suis un peu biaisé, on ne va pas se nourrir que de nos produits. Et en fait, dans l'alimentation, on se nourrit 3 fois par jour. Et c'est pour ça que pour que les gens rentrent, en fait, prennent l'habitude de passer au végétal, il faut qu'il y ait plusieurs offres disponibles. Et c'est pour ça que nous, nos concurrents, en fait, nos concurrents végétaux, entre guillemets, c'est vraiment des amis. Et on se parle régulièrement, on fait des événements, on est dans des associations ensemble. Et l'idée, c'est en fait, c'est soit on réussit tous, soit on rate dans notre mission. Mais l'ambition, c'est vraiment de convaincre les gens de baisser leur consommation de viande. Et pour ça, il faut qu'on soit plusieurs à réussir à grossir. C'est trop cool parce que je pense vraiment que c'est la bonne réponse et que tu as tout à fait raison. Et en fait, du coup, ça veut dire qu'on repense un peu la façon dont on fait du business et dont on grossit. Parce qu'en fait, quand on vise des causes qui nous bénéficient à tous, bah en fait, nous, on dit souvent chez Too Good To Go, collaboration is the new competition. Et l'idée qu'en fait, quand on fait des choses qui servent à tous, bah, on a intérêt à les faire ensemble plutôt que les uns contre les autres. Et du coup, ça donne des perspectives hyper réjouissantes sur le futur du business et de la façon dont on interagit les uns avec les autres. Ouais, je suis d'accord, et c'est vraiment ce que tu disais au départ. En fait, je pense que c'est la différence avec tous les nouveaux projets entrepreneuriels qui sont à impact. En fait, on est un peu tous dans le même bateau parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est l'impact sur la planète, c'est l'impact sur le monde de demain. Et du coup, les concurrents, en fait, on les voit très différemment. Les concurrents, c'est plus en fait l'ancien monde, c'est les anciennes méthodes, les anciennes manières de faire qu'on veut justement réduire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, je pense que dans tous les modes de consommation qui sont radicalement différents de ce qui se faisait avant, seul, on n'a pas du tout l'énergie de convaincre tous les autres. Et par exemple, la seconde main, il y a plein de gens qui n'ont jamais passé le cap de la seconde main, et c'est parce que ça existe dans l'électronique, dans la mode, dans de plus en plus de modes de consommation, et que même dans le sport, de plus en plus de gens commencent à parler de seconde main, que tout le monde commence à s'y intéresser, que les marques franchissent le pas et proposent des produits de seconde main. Et du coup, je vous rejoins totalement là-dessus. Collaboration is the new competition. Très stylé, très très stylé. Quelles sont les 3 victoires en tant qu'entrepreneur que tu as, Geoffroy? Écoute, ma première victoire, déjà, c'est, pour l'instant, elle est très modeste, mais c'est l'impact qu'on a déjà réussi à avoir chez Barouders. Il se mesure comment? Qui se mesure en tonnes de déchets évités. On est tout petit pour l'instant, on est vraiment tout petit à l'échelle de l'industrie du sport et à l'échelle de ce qu'on a envie de devenir dans 10 ans. Mais on a déjà vendu plusieurs milliers d'équipements de seconde main, ce qui a économisé plusieurs tonnes de déchets. Et ça, franchement, tous les matins, c'est
c'est déjà une petite victoire et c'est déjà hyper satisfaisant. Bravo. Merci. Tu vas t'y mettre aussi, j'espère. Pardon ? Tu vas t'y mettre. Tu vas t'y mettre à la seconde main pour le sport. Écoute, je me suis fait une cloque dernièrement en courant avec des chaussures. Donc, pourquoi pas tester des chaussures déjà utilisées, ouais, voilà, exactement. certifiées. Elles ont déjà été faites. Ouais. Non, la deuxième victoire, c'est d'avoir réussi à construire une équipe avec des valeurs. Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'une boîte, surtout une boîte à impact et qui essaye de vraiment disrupter une industrie, elle va avancer et elle va défoncer des obstacles uniquement si elle a une équipe de gens hyper soudés et qui croient vraiment tous, qui incarnent le projet et qui incarnent l'ambition que tout le monde doit porter, quoi, pas seulement les fondateurs. Et nous, aujourd'hui, on était 2 il y a 1 an, donc juste Edwige et moi, et là on est 15 aujourd'hui, 15 avec la même motivation et la même énergie, et ça c'est vraiment une victoire. Bravo. Vas-y. Non, juste pour rebondir sur ce que tu dis aussi, parce que en fait, ce qui est trop bien avec l'entrepreneuriat impact et avec tous les nouveaux business qui se créent, c'est qu'on commence à inventer de nouvelles mesures de succès. Et quand on te demande ta première mesure de succès, tu dis le nombre de tonnes de déchets évités. Et c'est tellement mieux comme mesure à suivre que ton chiffre d'affaires ou ton EBITDA ou toutes les mesures classiques auxquelles le monde du business est habitué. Nous, notre KPI principal chez Too Good To Go, c'est le nombre de repas sauvés. Et c'est ce qui nous drive tous les matins. On se demande à combien de repas on a sauvés hier. Les commerciaux, ils ont des objectifs de nombre de repas sauvés aussi. On regarde pour voir si l'entreprise est efficace, on regarde combien on a de repas sauvés par salarié. Et l'idée, c'est vraiment que, du coup, on a toutes les mesures de performance à redéfinir, à réinventer. Maintenant, on a l'équivalent CO2 qui devient une mesure de plus en plus commune. On a des crédits carbone aussi qui sont mesurés financièrement. Et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que, encore une fois, on a tout à réinventer, à créer un nouveau monde, et notamment en ayant des mesures de performance qui ont plus de sens, une fois de plus, on pourra continuer à croître, mais à croître selon de bonnes mesures, et pas uniquement une croissance financière poussée à l'extrême tout le temps. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi. Ouais, je vais juste me permettre d'ajouter quelque chose quand même, c'est que je suis entièrement d'accord avec toi que ces mesures-là, elles sont hyper importantes et elles définissent nos projets, mais on a quand même besoin de l'aide des investisseurs, du marché qui nous fait confiance. Et tu citais tout à l'heure Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Nous, on a pas mal échangé avec un des directeurs généraux de Patagonia en Europe. Et il nous répétait quand même que Yvon, il pense à sa marge, il pense à sa croissance. Et c'est parce qu'il pense à sa marge et à sa croissance qu'aujourd'hui, Patagonia, ça vaut des milliards et ça touche des millions de consommateurs dans le monde et que ça a un impact aussi important. Ouais, complètement. Et je pense que c'est l'idée de se dire que l'un ne va pas sans l'autre et qu'en fait, il faut trouver les choses qui allient les deux. Et moi, quand je parle de je me permets que notre KPI principal, ce soit le nombre de repas sauvés, parce qu'en fait, notre modèle économique, c'est qu'on prend 1 euro par repas sauvé sur l'application. Donc finalement, notre nombre de repas sauvés est totalement aligné avec notre chiffre d'affaires. Et donc on ne peut pas faire croître l'un sans l'autre finalement. Et je pense que c'est vraiment inventer des modèles économiques qui nous permettent de jamais devoir prioriser l'un et pas l'autre, et qui vont dans le même sens d'une croissance économique, parce qu'on reste dans une société capitaliste. Et donc l'argent finalement, ça permet de croître, mais quand même d'avoir des mesures écologiques et sociales qui restent hyper présentes dans l'ADN de l'entreprise. Et vous avez parlé un petit peu d'équipe, croissance d'équipe, aussi la manière d'engager avec les différentes équipes en termes de valeurs. Comment ça se passe pour recruter des talents aujourd'hui qui sont engagés, qui croient en votre projet et qui restent dans l'entreprise? Est-ce que vous avez aussi ces problèmes de turnover, c'est les talents qui sortent, ou bien vu que vous êtes pour l'instant non, parce que les premières personnes qu'on a recrutées, c'était il y a moins de 6 mois. Okay. Mais je pense que c'est hyper important dès le début d'être hyper clair, hyper transparent avec les valeurs et avec le projet. Et dès qu'on interviewe des candidats, on leur explique, on a toujours un passage pendant les entretiens où on leur parle des valeurs et on leur demande « Et toi, c'est quoi ton ambition dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Et on essaie vraiment de comprendre si c'est des gens qui vont pouvoir porter le projet avec nous, s'adapter à notre culture. Et voilà, on n'a pas envie de gens qui sont tous pareils, mais on a quand même envie de gens qui se fondent dans l'univers qu'on construit chez Barouders. Comment tu arrives à évaluer ça? Au moment où tu as la personne devant toi, comment tu peux évaluer dans le feu qui se dégage dans ses yeux, tu vois, dans la passion qui me transmet en parlant. Et il y en a qui transmettent beaucoup de passion, et là on est convaincu tout de suite. Ok. Pour nous, l'équipe, c'est vraiment le premier facteur de réussite de l'entreprise. C'est clé d'avoir les bonnes personnes, la bonne équipe,
et d'avoir un bon esprit de collaboration entre à la fois chaque pôle et après entre chaque collaborateur. Je pense que dans le cas, entre guillemets, le cas particulier malheureusement de nos 3 entreprises, où en fait on est des entreprises à impact et où du coup on va dire la réussite économique est très corrélée à la réussite écologique ou sociétale. En fait, c'est beaucoup plus simple de trouver des gens dont l'envie personnelle est très proche de la mission d'entreprise. Nous, systématiquement, avec mon associé, on passe en entretien tous les employés. Et on a eu un entretien avec chaque collaborateur qui nous a rejoint depuis le début. Et en fait, nous, le fait d'avoir des gens dont la mission personnelle est proche des valeurs de l'entreprise, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir un churn qui est très faible. On a eu de l'ordre de 10 départs depuis 3 ans. Sur combien Sur plus de... On est une centaine aujourd'hui, et je pense sur du coup 110. Ok. Pour nous, qui a commencé tout simplement, on a reçu une petite start-up qui s'appelle Innocell. On a décidé, moi je me décidais de me lancer dans les secteurs d'énergie, la propulsion alternative, pour avoir un impact sur la mobilité de l'être humain, tout ce qui est avion, train, voiture, bus, bateau, camion, pelleteuse et tout ça. Et puis après, une connerie que j'ai fait en faisant des Dakar. Dakar, c'est une petite course de voiture où tu fais 12 000 km et tu brûles 800 litres de gasoil par jour. Je me faisais critiquer en fait par des gens parce que je disais, mais en 2006, quand j'étais au pôle, je mesurais la glace faisait 2,50 m d'épais. 2019, quand j'ai presque crevé au pôle Nord, la glace faisait seulement 8 cm. Ça veut dire qu'en très peu de temps, il y avait plus que 2,40 m de glace qui a fondu. Et je suis le seul homme sur Terre qui a eu deux mesures. Ça veut dire qu'en fait, indirectement, ce changement se passe très vite. 2019, je passe au pôle, je mesure la glace, 8 cm, et puis après, je saute dans une voiture et je participe au Dakar. Très écologique, très, très bien dans ma tête pour faire les conneries pareilles. Mais après, je me faisais critiquer en fait par les gens qui sont là pour me soutenir. Et c'était justement là où, en fait, les critiques, c'est quelque chose qui est très constructif si c'est bien placé. Et souvent, en fait, je pense qu'on vit un peu la même chose parce qu'il y a des critiques, mais les critiques, c'est quelque chose qu'on a besoin dans la vie, pas pour écraser, mais pour être mieux, pour essayer de faire un produit qui est mieux adapté à des besoins de tout le monde. Et puis, après des Dakar, j'étais au CEA, Commission Énergie Atomique à Grenoble, et énergie alternative, et je disais, mais développe-moi une motorisation ou quelque chose qui n'est pas électrique comme des batteries ou des voitures électriques, mais qui est en hydrogène. Après 1 année et demie de recherche, les gens arrivent vers moi, les chercheurs, en disant « Ah la vache, on a trouvé peut-être quelque chose qui sort de l'ordinaire ». Je continuais de croire, investir, trouver des gens qui croyaient. C'est pas facile déjà de trouver des gens qui soutiennent ce qu'on fait. Je sais pas, de trouver des investisseurs pour vous. C'est jamais facile. Jusqu'à on montre que ça marche. Et puis aujourd'hui, on a un produit, un Innocell, notre société, notre start-up, qui va changer la mobilité dans le futur. Et puis c'est pas pour dans 10 ans, c'est pour demain. Ça veut dire qu'on a une solution aujourd'hui à travers d'un pile à combustible et l'hydrogène de changer la mobilité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas la future, c'est pas demain, c'est maintenant. Et on doit engager 150 personnes avant la fin de l'année, des ingénieurs, des électrochimistes et tout ça pour commencer notre usine à Grenoble.
Ça veut dire que de trouver des bonnes personnes, pour nous, c'est peut-être un tout petit peu plus difficile parce qu'on a besoin d'un savoir-faire spécifique qui est lié à la chimie et puis à l'hydrogène et aux piles de combustible. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la mentalité des gens a changé après le Covid. Ils veulent bosser depuis la maison. Ils veulent avoir beaucoup plus de temps libre. Et puis, je pense qu'il faut qu'on comprenne quelque chose, que pour qu'on change, il faut y aller vite. Et puis, il y a un moment qu'on doit investir du temps, il y a un moment qu'on doit se mettre, en fait, un peu dans une situation de vouloir donner un tout petit peu plus. Et je pense que chacun de vous aussi a passé des heures et les nuits blanches. Et puis, c'était pas en disant que, ouais, je veux pas travailler aujourd'hui. C'était que parce que vous avez travaillé qu'on arrive là où on arrive. Et puis après, une fois que ça marche, c'est là où on peut bien être calme. Mais on vit aujourd'hui de notre start-up qui est Hydrogène aussi un peu ces difficultés de dire qu'il faut qu'on s'engage maintenant parce que notre problème est maintenant. Il faut le résoudre et puis après on peut bosser un peu 4 jours ou 3 jours par semaine depuis la maison et puis il reste sur place. Il nous reste encore 3-4 minutes. Est-ce que vous avez quelqu'un a envie de dire un mot de la fin ou vous voulez encore une question? Je pense que chacun de nous, en commençant par toi, Max, tu dois faire un monde de fin, comme ça, les 3 minutes est échoué quand ça arrive vers moi et puis je n'ai plus rien à dire. Non, je pense que pour moi, c'est aussi un honneur d'être là avec vous parce que voilà, vous êtes des personnes qu'on écoute sur podcast, qu'on suit sur LinkedIn, donc c'est de l'inspiration. On sent qu'il y a du concret. Et on est dans l'action, et pour moi, c'est extrêmement inspirant des gens qui font, et ça me pousse juste à faire. Donc, juste merci pour ça. Donc, du coup, s'il faut faire un petit mot de la fin, je pense qu'on a entendu plein de choses très intéressantes aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup... Pour moi, le mot de sens, il est hyper important et il revient toujours. À la fois de faire des choses qui ont du sens et de se poser les vraies questions, et puis aussi de faire sens pour soi, c'est-à-dire être au bon endroit pour soi-même. Je pense que c'est hyper important. Il y a eu plein d'exemples de questions de comment est-ce qu'on sait ce qui nous passionne, comment est-ce qu'on sait ce qu'on va être prêt à faire pendant des heures et pendant des années, parce que finalement c'est ça, on a une espèce de diversité trop belle, de plein d'humains différents. Et souvent, on a tendance à vouloir tous rentrer dans la même case, à suivre un peu ce que la société nous dit qu'il faut suivre, ce que la société nous dit qui est bien. Et finalement, il y a un peu un très beau voyage à faire, c'est le voyage à l'intérieur de soi et de se poser les bonnes questions, de savoir qui on est, et ensuite, grâce à ça, de faire les bonnes actions et de prendre la bonne direction pour soi. Parce que finalement, c'est ce qui apporte énormément de bonheur, de joie, d'apprentissage, et ce qui nous permet d'être le plus impactant pour la société extérieure aussi, pour la planète et pour le monde qui nous entoure. Donc je pense qu'on n'apprend pas assez ça à l'école. J'espère qu'on l'apprendra davantage dans les années qui viennent. Et si vous ne l'avez pas appris à l'école, prenez le temps de l'apprendre maintenant pour chacun d'entre vous. Ça prend du temps, c'est parfois difficile, c'est éprouvant, mais après, qu'est-ce que c'est kiffant et qu'est-ce que ça permet d'aller loin. Donc, le petit mot de la fin. Moi j'ai vu plein de projets donc tout à l'heure super prometteurs avec plein de belles idées, plein d'ambitions. Et moi je voudrais dire à tous ceux qui aujourd'hui ont envie de s'engager ou hésitent à sauter le pas, je voudrais dire franchement n'ayez pas peur, il faut se jeter à l'eau, il faut sortir de sa zone de confort et surtout il faut avoir énormément d'ambition et énormément les problèmes de notre planète aujourd'hui ils sont globaux et donc dans l'impact que vous avez envie d'avoir, n'hésitez pas à voir large. Et n'hésitez pas, Mike, il a envie de réinventer la mobilité. C'est une ambition énorme, mais c'est ce genre de projet qui va vraiment changer les choses pour vous ici et puis pour tout le monde. Donc voilà, jetez-vous à l'eau, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et allez-y à 200%.
aller dans le sens de Geoffroy. J'étais impressionné par les 5 pitchs qui sont passés juste avant. Et on a tous vu des nouvelles qui étaient hyper angoissantes ces derniers mois. Et en fait, il n'y a pas de secret. Enfin, tout le monde dit on ne sait pas comment faire pour que le futur soit positif. Et en fait, le futur, entre guillemets, pour que ça se passe bien, en fait, c'est pas tout seul qu'on le construit, c'est avec plein de projets comme ceux que vous voulez monter, avec ce que fait Mike, avec ce que fait Lucie, avec ce que fait Geoffroy, avec ce qu'on essaye de faire. Et en fait, c'est si on est tous, enfin, on est plein en fait à créer plein de petits projets qui progressivement ont un impact même maigre sur la planète, que progressivement, voilà, le monde va aller mieux et qu'on arrivera à avoir un monde beaucoup plus écologique et beaucoup plus positif demain. Voilà, et pour moi, c'est la traversée du pôle Nord a été faite par 2 blaireaux, moi et Borghi qui a traversé les pôles. Avant parti, beaucoup a dit que c'était impossible. Mais nous, on pensait que c'était possible. Maintenant, on était tellement convaincus qu'on pouvait le faire, même si ça n'a jamais été fait par avant. Et cette conviction qu'on a dans la vie, comme tout le monde qui est devant vous, ça fait en sorte que les autres gens autour de nous commencent à croire en nous. Ça veut dire qu'un conseil que je peux vous donner, c'est d'être convaincu que vous êtes capable de le faire. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses à toutes nos questions avant de partir. On trouve beaucoup de réponses le long de la route, n'est-ce pas? Et puis c'est justement là où la vie devient intéressante. Parce qu'on ne contrôle pas tout. Et dès qu'on s'entoure avec cette conviction, avec les gens qui croient en nous, c'est là où ces magiques se passent. C'est là où les étoiles sont un peu alignées. Et puis, rien dans la vie qui est facile, ça vaut la peine de le faire. C'est des choses difficiles qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on fait la progression. Et des fois, quand les gens disent « mais c'est pas possible », il faut toujours dire que peut-être pas pour toi, mais pour moi, c'est possible. Et c'est comme ça qu'on construit ce qu'on fait à travers de cette attitude positive qu'on a. On vit à 30 000 jours jusqu'à l'âge de 82 ans. La moitié du temps, tu dors. Jusqu'à 10 ans, tu ne décides pas ce que tu fais avec ta vie. Ça veut dire qu'indirectement, vous avez 12 000 jours de réaliser vos rêves. Vas-y, fais-le. Ça vaut la peine.